Le cinéma est mort, vous me dites? Émission nécrophile de Canal B. Ben, on va essayer de le faire revivre. Hein? Mais ça peut arriver. Un miracle. Je vais vous dire mon secret. D'accord. Je vois des gens qui sont morts. En rêve, tu veux dire? Quand tu es éveillé. Tu vois des morts dans des tombes, des cercueils. Non, ils vont et ils viennent comme n'importe qui. Ils ne se voient pas entre eux. Ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et tu en vois souvent. Tout le temps. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu me rends dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Qu'est-ce que c'est? C'était le babyphone de Beau. Oui, je l'ai retrouvé à la cave. Je m'en sers comme talkie-walkie. Et si c'était eux qu'on capte? Non, c'est pas ça. Mais avant, on n'entendait rien. Morgane, ces signes sont fabriqués de toutes pièces par une bande de tarés qui sont pas foutus d'avoir des copines. Ils ont la trentaine, ils s'inventent plein de codes entre eux. Ils décortiquent la mythologie et montent des sociétés secrètes où d'autres tarés qui n'ont pas de copines peuvent les rejoindre. Ils font ces conneries pour se persuader qu'ils sont formidables. C'est un canular. Des tarés comme eux l'ont fait il y a 20 ans et aujourd'hui ils remettent ça. C'est rien, c'est de la friture. Monte le son. C'est un code. Pourquoi ils ont pas de copine? Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids, et on a des copines. Qui aujourd'hui va nous parler très spécialement de M. Night Shyamalan pour son dernier film Split avec James McAvoy. Voilà, on va passer, je pense, la majeure partie de notre émission quand même à en parler puisque c'était très très sympathique. Est-ce que avant de balancer un premier extrait, parce que le sommaire est fait là, c'est bon. Ouais. Est-ce qu'on aura le temps? On voulait parler aussi peut-être du Masque arraché de David Miller. On verra si on a le temps. Ouais. Tout ce que tu as raconté à propos de M. Night Shyamalan. Mais il y avait le Masque arraché en effet qui est sorti en DVD chez Rimini Édition et puis aussi propriété privée de Leslie Stevens qui est sorti chez Carlotta. Donc on verra le temps qu'il nous reste pour vous en parler. On peut d'ores et déjà vous annoncer quand même que cette émission sera bourrée de spoilers. Donc on vous conseille d'ores et déjà d'aller voir Split parce que c'est quand même beaucoup de plaisir et de ne pas écouter cette émission avant d'aller le voir et de ne même pas regarder derrière une bande-annonce. Moi c'est ce que j'ai fait et je pense que j'ai une très très bonne idée. Je suis très fier de moi de ne même pas regarder une bande-annonce avant d'y aller et vraiment d'y aller comme pour aller voir un bon film. Voilà, comme une jeune vierge. Un premier conseil étant donné qu'on démarrera tout de suite après ce premier extrait en balançant beaucoup de spoilers. Non, c'est pas vrai. Antonin va d'abord présenter M. Night Shyamalan parce qu'on n'a jamais parlé de lui en fait.
Mais si, on en a déjà parlé, mais finalement pas tant que ça. On fait partie des rares à avoir suivi quand même un minimum sa carrière malgré les choses qu'il a pu faire en 10 ans. Disons que le seul film qu'on a pu couvrir suivant notre nos 10 ans, c'est Phénomène. Hein. Enfin, c'est à partir de Phénomène. Ah oui, c'est ça. Oui, on a démarré quand lui-même commençait un peu, même si j'aime beaucoup Phénomène, mais quand lui-même a commencé en fait à se chercher, on va dire. Voilà, on va en reparler tout de suite après un premier extrait du Village, l'une des plus belles scènes de ce film qui est vraiment chouette, hein. En plus avec Joaquin Phoenix donc et Bryce Dallas Howard qui sont sur les marches de la maison de Bryce Dallas Howard et qui ont une discussion d'amoureux, et cette scène est voilà. On va peut-être passer 2 scènes tire-larmes aujourd'hui, celle-là un peu moins mélodramatique quand même, bien évidemment, que celle qu'Antonin voudra vous diffuser plus tard, mais on se retrouve juste après cette scène du Village pour parler de M. Night Shyamalan. Quand nous serons mariés, tu danseras avec moi. J'aime danser, je trouve ça très agréable. Pourquoi ne dis-tu jamais ce que tu as dans la tête? Pourquoi faut-il que tu dises toujours ce que tu as dans la tienne? Pourquoi est-ce que tu décides quand je voudrais décider? Si j'ai envie de danser, c'est moi qui t'inviterai à danser. Si j'ai envie de parler, c'est moi qui ouvrirai la bouche et qui parlerai. Il faut toujours que tout le monde me presse pour que je parle plus. À quoi ça servirait que je te dise que tu occupes mes pensées dès que je me lève le matin? Ou qu'il y a des moments où je suis incapable de réfléchir ou de faire bien mon travail? À quoi est-ce que ça nous avancerait que je te dise que les seules fois où j'ai peur, comme tout le monde, c'est quand je pense qu'on pourrait te faire du mal? Et c'est pour ça que tu m'as trouvé assis sur ces marches. J'ai peur pour toi avant d'avoir peur pour tous les autres. Et oui, je t'inviterai à danser le soir de notre noces. À moi, tu dis? Ouais, donc bon, Shyamalan. Bon. Ça fait combien de temps que tu fais de la radio? J'adore montrer les coulisses de la radio. Voilà. Donc oui, M. Night Shyamalan. Bon, c'est vrai que moi je suis assez content de pouvoir en parler. C'est vrai que moi je tiens M. Night Shyamalan pour en tout cas un des plus grands le plus grand cinéaste américain apparu en tout cas à l'orée du 21e siècle, quoi. C'est vrai que donc la déception finalement de ses derniers films, elle est à hauteur de ce simple constat, hein, c'est quand même quelqu'un qui, avec Sixième Sens, Incassable, Le Village et Signs, pour moi a sorti donc 4 immenses films, dont au moins 2 chefs-d'œuvre là-dedans, vraiment incontestable, et surtout que c'est un des cinéastes les plus originaux, audacieux et vraiment et puis vraiment particulièrement original dans le cadre du cinéma américain, dans lequel il s'est vraiment dans lequel il est apparu. Oui, en même temps, il est conscient aussi de ses papas, justement, aussi. C'est-à-dire il est conscient de ses papas, mais pas tant que ça, je pense. Par rapport, Sixième Sens, ça sort en 99. C'est évidemment quelqu'un qu'on a tout de suite rattaché à Spielberg, qu'on a tout de suite, évidemment, par voie de conséquence, rattaché à Hitchcock, pour justement une sorte d'usage du langage cinématographique particulièrement virtuose, dans le découpage, dans une sens de l'économie de la mise en scène qui est très proche de celle d'Hitchcock ou de Spielberg, mais qui dans le ton et dans la vision du monde déployé diffère assez radicalement de Spielberg et d'Hitchcock. Oui, parce qu'il crée son propre univers. Il le montre encore avec Split d'ailleurs, c'est qu'il a vraiment un univers à lui qu'il peut développer en plus. Oui, je pense qu'il y a vraiment de ça. Chez Shyamalan, là où je voulais en venir, c'est que c'est vraiment donc quelqu'un en Sixième Sens, quand ça apparaît en 99, faut voir ce que c'est le cinéma à cette époque-là. Chez 99, finalement, en regardant tous les films sortis à cette année-là, tu dis que c'était quand même plutôt une bonne année, hein, parce que la même année sort Fight Club, Matrix, Eyes Wide Shut, il y a Projet Blair Witch, plusieurs films qui finalement ont fait date quelque part. Ouais, moi, qu'importe ce qu'on pense des films, finalement c'est quand même des films qui sont assez qui ont irrigué une bonne partie de la production qui va suivre. Mais on est quand même dans une époque à la fin des années 90, au début des années 2000, où le cinéma sous l'influence principale de Quentin Tarantino, qui va être suivi après de films comme Scream, est dans l'ère vraiment du méta, de films qui vont jouer vraiment avec la mémoire du cinéma, qui va s'adresser à un nouveau type de spectateur,
spectateurs, vraiment encore plus radicalement que des cinéastes méta comme De Palma, des spectateurs conscients des règles, conscients et qui moqueurs vont un peu conscients, aussi, moqueurs, ou qui vont en tout cas être tout à fait radicalement conscients d'être devant un film, et les cinéastes qui vont en découler vont vraiment jouer avec ces règles-là pour créer une sorte de discours de discours un peu méta, de façon toute assez différente, parce que si on prend un film comme Matrix qui sort en même temps que Sixième Sens, Matrix, c'est un film qui va synthétiser plusieurs régimes d'images dans un rêve de blockbuster absolument génial, qui effectivement là pour le coup est assez premier degré, bien qu'il développe quelque chose qui soit de l'ordre de la critique de l'image pure, qui va mettre en doute le régime d'image. Oui, on va pas comparer non plus Matrix justement dans ce traitement d'image à quelque chose comme Scream justement. Oui, voilà. Après, moi, Scream, j'ai beaucoup de respect pour ce film, mais c'est juste que ça s'adresse à des spectateurs un peu particuliers. C'était pas une critique négative, c'est juste que c'est pas du tout le même discours justement en rapport avec l'image. C'est-à-dire que Scream, par exemple, va aller vraiment décrypter, critiquer l'image et faire des clins d'œil quand même aux spectateurs, alors que Matrix ne va pas faire de clin d'œil aux spectateurs. On n'est pas là-dedans. Et Shyamalan non plus d'ailleurs. Mais non, bien sûr que non. Ouais. Il y a quelque chose chez Shyamalan qui là où il apparaît, où ça va être encore plus visible avec son deuxième film. Enfin, son deuxième film. C'est encore un problème. Il faut rappeler qu'il y a deux films. C'est Sixième Sens, c'est le troisième film de Shyamalan. Moi-même, en adorant le bonhomme, j'ai jamais fait l'effort de regarder les deux premiers. D'ailleurs, c'est bizarre parce que beaucoup de personnes qui adorent Shyamalan, pareil, n'ont jamais fait l'effort d'aller voir les deux premiers. Je sais pas s'ils sont disponibles d'ailleurs. En fait. Ils sont disponibles forcément à Los Angeles. On peut, j'imagine, les voir sans trop de problèmes. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment apparu sur la scène internationale avec Sixième Sens, qui était un film à petit budget, un moyen budget, qui a intéressé. Il a lui-même écrit aussi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il écrit. Il écrit, produit, réalise. Évidemment, on va peut-être pas trop s'attarder sur le fait que Shyamalan c'est un bonhomme qui a le melon, qui s'est lui-même mis en scène, qui se met en scène dans ses films à la manière d'Hitchcock, qui s'accorde un rôle de choix, qui dans ses interviews a le melon. Clairement, il est clairement conscient d'avoir un don. Et il se prive pas de le dire et de dire que c'est vraiment un entertainer de génie, qu'il a une vision du monde et que ses films sont parfaits. Il a un petit côté autiste aussi. Il a un côté autiste, voilà. Mais de toute façon, c'est que des comportements que de toute façon on peut retrouver dans ses films et dans les thématiques de ses films. Vraiment, c'est quelque chose qui est assez prégnant. Et en tout cas, mais ce qui est assez amusant, et c'est là où il est assez unique dans le ton de ses films, c'est que oui, du coup, Sixième Sens apparaît là-dedans. On est dans un film clairement qui à la fois n'est pas du tout dans l'air du temps. Je crois qu'en 99, j'ai pas cité, mais il y a aussi Existence qui sort. Enfin, on est vraiment, faut voir un peu l'époque. On est que dans des films qui sont dans une dimension un peu, on va dire post-baudrillardienne, parce que Fight Club, Existence, il y a quand même Matrix, aussi une grosse crise de l'image-temps là. Avec quelque chose, en tout cas, qui dit voilà, les images ne sont que des images, elles n'ont perdu un rapport avec l'expérience du sensible. Voilà, on est dans quelque chose où Tarantino le dit d'une autre façon. Voilà, mes films se passent dans le monde du cinéma. Voilà, ils ne se passent pas. Il y a une perte de connexion avec le réel. Quelque part, le réel a disparu. Et comme tu l'as dit, ça a une grosse influence sur depuis 15 ans là. C'est très prégnant dans le cinéma. Et c'est vrai que nous, par exemple, dans cette émission, depuis 10 ans, on a pu célébrer justement les films qui revenaient à quelque chose de premier degré justement. Bien sûr. Et c'est vrai qu'Incassable, quand Sixième Sens, c'est déjà un film de comme ça très premier degré, très mélodramatique. On pouvait croire que le mélo à cette époque-là, finalement, c'est en termes de cinéma d'auteur hollywoodien, c'est quelque chose qui avait un petit peu déserté. C'était trop premier degré pour faire ça. Là, on a affaire à un mélo. Incassable va finalement pas lancer, parce que je pense que ça serait lui accorder trop de pouvoir, mais va amorcer une nouvelle vision du film de super-héros, parce que suite à Incassable, par exemple, vont paraître des films comme Spider-Man, qui de Sam Raimi, qui lui-même va être une façon de prendre très au sérieux le film de super-héros, très au sérieux dans le sens où vraiment on va clairement jouer avec les thématiques mobilisées par le super-héros. Là, c'est le fameux grand pouvoir implique de grandes responsabilités, quelque chose de très frontalement naïf, premier degré, même si évidemment Sam Raimi, qui est un cinéaste beaucoup plus âgé que Shyamalan, est lui-même dans un langage cinématographique très ancré dans une histoire des genres, quelque part dans la jouissance, dans le fun, dans le plaisir de créer de l'image. Même s'il a une façon d'être très premier degré, il est quand même dans une forte conscience un peu de son historicité en termes de cinéaste. C'est plus un enfant de Joe Dante aussi. C'est plus quelque chose, un enfant de Joe Dante, un enfant d'Hollywood, un enfant des images déjà qui ont déjà été filmées et auxquelles il veut vraiment rendre justice et créer un spectacle premier degré. La spécificité propre de Shyamalan, c'est qu'à la fois il n'est
ni dans quelque chose de méta à la Scream, à la Tarantino ou quelque chose comme ça, ni dans un rapport au genre comme peuvent le représenter Sam Raimi qui à l'époque fait les Spider-Man, Peter Jackson qui fait des Seigneurs des Anneaux, qui va quitter le domaine un peu Joe Dante, carnavalesque pour quelque chose de très premier degré. Il n'est pas là-dedans et il n'est pas non plus, on pourrait croire comme cette sorte de veine qui irrigue tout le cinéma américain. C'est pas du tout un classique Shyamalan. C'est pas du tout quelqu'un comme Clint Eastwood. C'est pas du tout quelqu'un comme que actuellement va représenter des cinéastes comme même Fincher qui a vraiment classicisé un peu son cinéma. James Gray, Jeff Nichols, c'est pas quelqu'un qui est comme ça. Ou chez Shyamalan, la mise en scène, enfin on reconnaît un film de Shyamalan tout de suite. Enfin moi, quand je sais qu'on est la dernière fois que j'avais revu même Le Village, dans la forme, je retrouvais parfois certains trucs des frères Cohen qui sont eux-mêmes, tu vois, quelque part entre Sam Raimi avec qui ils ont travaillé justement et une forme justement beaucoup plus classique, qui vont retravailler des genres, qui vont s'amuser, qui parfois feront des clins d'œil, mais qui malgré tout dans des films comme Miller's Crossing vont garder justement ce premier degré aussi. Et même si Shyamalan s'écarte un peu, mais je le mettrais plus, s'il faut mettre, j'aime bien mettre des gens dans des cases et c'est ce qu'on essaye de faire depuis le début de cette émission, d'ailleurs mettre Shyamalan dans une case. Et moi je le rapprocherais peut-être quelque part des frères Cohen. Moi en fait. Pas du tout en fait, parce que je pense franchement que les frères Cohen, avec évidemment, je pense que les frères Cohen sont des immenses cinéastes, c'est pas le problème. Je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes que j'ai cités sont des immenses cinéastes, mais auxquels je peux très bien voir la parenté entre les frères Cohen et Tarantino par exemple. Peut-être qu'ils ont avec toutes leurs différences. Aussi, mais ils ont voilà, visuellement ils ont des trucs en commun, il y a des choses en commun, c'est pas le problème. Mais par exemple les frères Cohen sont clairement des gens qui jouent avec la mémoire du spectateur, oui, et qui jouent avec le genre. C'est peut-être plus visuellement en termes de montage et de comment ils posent leur caméra. Oui, c'est peut-être plus là-dessus. C'est aussi il y a des rapprochements où les frères Cohen vont pouvoir irriguer leur cinéma d'un rythme qu'on ne voit pas trop dans le cinéma américain classique, c'est-à-dire une sorte de lenteur quelque part. Miller's Crossing, No Country for Old Men, c'est des films qui sont assez lents. Je pense que Sixième Sens, le succès phénoménal de ce film-là était très étonnant du fait que ce soit un film qui était plutôt lent et assez anti-spectaculaire quelque part. Il y a de ça avec aussi. Des plans fixes, beaucoup de plans fixes. Enfin voilà, il y a quelque chose d'un rythme très lent, une diction très particulière, quasi chuchotée, qui va le rapprocher d'un cinéaste comme Jacques Tourneur pour prendre des références dans les années 40-50. Il y a quelque chose comme ça très particulier, mais surtout Shyamalan c'est pas du tout un cynique et ça c'est la différence fondamentale avec tous les cinéastes que j'ai cités. C'est quelqu'un qui a une croyance absolue dans les histoires qu'il filme. C'est pourquoi on a tendance évidemment à ranger Shyamalan aussi du côté des cinéastes qui ont irrigué la culture pop et à raison. Sixième Sens, même je pense que le mec qui a pas vu le film, il sait ce que c'est, il sait déjà comment ça finit, il connaît le spoiler, il connaît les images parce que ça a été parodié 10 000 fois. Ça a complètement introduit la culture pop, la culture geek. Alors que Shyamalan, c'est vrai que ses deux premiers films n'étaient pas du tout des films de genre. J'ai envie de dire, c'est ceux d'après non plus, même s'ils ont toujours repris les ingrédients du genre. C'est vrai que Sixième Sens, c'est clairement un film d'horreur, un film de fantômes, mais Incassable, c'est clairement un film de super-héros. Le Village, ça va être une sorte de conte fantastique. Signs, c'est un film d'horreur, d'invasion extraterrestre. Donc il y aura ça, mais c'est pas vraiment. Il va rien reprendre de ces genres-là. Il va même pas le faire à la manière de Kubrick de vider le genre ou quelque chose comme ça. Il va vraiment faire rentrer son genre à lui, qui serait presque le mélodrame. C'est même pas. Il ne l'emploie pas comme un genre, mais disons que ce qu'a Shyamalan en ligne de mire constamment, c'est des personnages, c'est constamment des personnages et des récits de guérison, des personnages qui ne sont pas à leur place, des personnages qui sont souvent c'est des films qui de toute façon à chaque fois commencent sur une situation initiale qui est toute pourrie. Contrairement à beaucoup de films américains, les familles détruites, c'est la fameuse tristesse des films de Shyamalan où tous les films de Shyamalan sont tristes quelque part. Peut-être pour ça aussi qu'on l'a rapproché de Spielberg beaucoup à un moment, puisque évidemment un film comme Signs par exemple, c'est évidemment ça fait penser à du Spielberg, la famille justement qui parce que Shyamalan permet de se ressouder d'un côté film catastrophe finalement dans l'idée même de l'évolution de la famille. Donc là c'est sûr qu'il y a quelque chose qui le rapproche de Spielberg lui-même n'ayant pas forcément
forcément inventé grand chose dans ce sens-là, Non, mais bien sûr, que les films catastrophes, c'est par devenu exemple, tellement une Oui. espèce de récurrence dans oui, son oui, c'est cinéma, ça, mais c'est Spielberg. que Spielberg étant un très spectaculaire, mais en général, c'est vrai que c'est quelque chose qui est propre à Hollywood. En général, les films catastrophes sont là pour ressouder l'unité fondamentale du Pour système américain qui est la ramener famille. l'ordre, voilà. C'est comment faire une comédie du remariage, comment recréer la cohésion à travers l'éclatement d'une tour qui est en feu ou tout ça. On a besoin de ce spectacle-là pour ressouder le truc commun. Chez Shyamalan, ça va encore plus loin. C'est vrai que si on prend Sixième Sens avec son petit enfant un peu paumé qui vient de perdre son père, qui va apprendre à guérir aux côtés d'un psy, c'est finalement comme E.T., le personnage d'Elliot, qui va finir par apprendre le deuil de son père, de laisser partir quelqu'un aux côtés d'un extraterrestre. Bon, il y a un récit de guérison qui est pareil, qui est assez proche de ce que peut faire Spielberg. Mais c'est vrai que chez Shyamalan, c'est très prégnant, c'est qu'on se rappelle pas d'E.T. comme un film triste. Je pense que la couleur des films de Shyamalan, c'est vraiment une couleur de tristesse assez absolue. Il commence vraiment, même s'il y a une sorte de mélancolie au début d'E.T., une sorte de mélancolie au début de Rencontre du troisième type, de tous les grands classiques de Spielberg des années 80. Chez Shyamalan, c'est assez dévasté. Le début des films de Shyamalan, le dernier en date ne fera pas exception. C'est dévasté. On a affaire à un personnage qui, là, même si dans le Sixième Sens, on voit le trauma originel du personnage de Bruce Willis, mais incassable, on ne voit rien. On cueille Bruce Willis, il est complètement apathique, il est complètement extrait du monde. C'est une des constantes de Shyamalan aussi. On a affaire qu'à des personnages qui, à force d'avoir été cassés par la vie, s'en sont extraits un petit peu. Le personnage de Mel Gibson dans Signs, finalement, c'est extrait, a déjà, au moment où on commence le film, a déjà viré sa... Comment on dit, voilà, il était pasteur, il n'est plus pasteur. On apprend au fil du film qu'il a été pasteur, mais il ne l'est plus. Il n'a pas son rôle auprès de la communauté en tant que pasteur. Il n'a plus son rôle non plus au sein de sa famille. Et chacun des films de Shyamalan va rejouer à peu près la même chose, de guérir des personnages qui se sont un petit peu extraits du monde. C'est vrai que le cas le plus extrême dans ce récit de guérison, c'est le village, où là on a affaire à un village entier qui s'est extrait du monde et qui ne va pas forcément le réintégrer, mais on va voir un petit peu une autre des constantes de Shyamalan, c'est que si forcément les films portent cette tristesse de personnages qui se sont volontairement extraits du monde, on ne peut pas faire ça chez Shyamalan. Si on fait ça, soit on devient fou. Je pense au personnage de Mrs. Jones dans Phénomène, qui est une nana que Mark Wahlberg et sa famille retrouvent, qui est devenue complètement tarée, qui est évidemment n'est pas soumis à la catastrophe qui touche l'entière côte est de l'Amérique, parce qu'elle s'est extraite du monde, mais qui est complètement tarée justement parce qu'elle s'est extraite du monde. Rappelez que pour tous les gens qui n'ont pas vu Phénomène, moi c'est un film que je continuerai de défendre malgré tous ces défauts qui sont assez voyants. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, c'est quand même l'histoire le monde est pris d'une vague de suicides. Les gens, la première partie du film, moi, me terrifie et en même temps me provoque une sorte de satisfaction misanthropique vraiment complètement jouissive. C'est les gens sans aucune raison se suicident avec tout ce qui leur passe par la main. C'est assez fascinant et moi je suis assez surpris de voir les baffes que ce film a pu se prendre et continue de se prendre en fait. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de new age là-dedans qui est un peu sur la deuxième partie qui est un peu je trouve en tout cas casse-gueule et qui ne prend pas vraiment, mais la première partie du film moi est extrêmement angoissante en tout cas et à la fois complètement jouissive et ce mélange entre les deux là, moi je l'ai rarement vu au cinéma quand même et c'était à partir de ce moment-là, je crois vraiment que lui a cherché quand même autre chose. Alors là dans Split pour moi il revient à sa première trilogie ou quadrilogie jusqu'au village. Voilà, d'espèces de monde sous cloche aussi, parce qu'il y a un monde sous cloche quand même chez Shyamalan. Et là, justement, j'ai l'impression que dans Phénomène, il l'ouvrait ce monde sous cloche un peu, et qu'après Phénomène, il s'est vraiment recherché, il est parti dans le film pour enfants, dans plein d'autres choses, et il a quitté ce monde sous cloche et cette mise en scène qui allait avec aussi d'ailleurs, hein, qui est encore un peu présente dans Phénomène quand même, mais en tout cas je conseille à tout le monde d'aller revoir Phénomène. Ouais, moi c'est un film, c'est vrai qu'il se fait bâcher régulièrement. On cite en cas de extrême de nanarditude totale une scène où Mark Wahlberg parle à une plante verte, mais qui dans le film même est porté en ridicule. C'est clairement une scène comique, donc c'est assez dommage de porter
mettre ça sur le dos du film, parce que clairement mais c'est vrai que le Shyamalan, de toute façon, par ses audaces, c'est pour ça que pour moi ça me paraît être un personnage complètement audacieux et qui a un peu payé le prix de ses audaces quelque part. C'est vrai que si parce que le succès n'allait pas avec non plus. Non, c'est vrai que mes Sixième Sens a été succès phénoménal, incassable. Je me rappelle que moi-même, quand j'ai vu la première fois de ce film-là, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui pète plus haut que son cul? C'est une catastrophe totale. C'était tellement énorme de faire un film comme ça déjà à l'époque, et puis en plus c'est un film qui est tellement ambitieux quelque part, ambitieux dans son rythme, dans sa thématique, dans sa prise au sérieux surtout. Il a annoncé une trilogie aussi. Oui, dans son film un film qui se prend immensément au sérieux, quelque chose qui extrêmement pourtant d'un matériel populaire, hein, un film qui prend le matériel des comics où un des personnages principaux voit le monde, voit les comics comme une sorte de grille de lecture pour lire le monde, et le film va avec lui là-dedans, quoi. Il va développer une cosmogonie, un mysticisme par rapport à ça, et le film il va à fond. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre incontestable. Incassable, c'est un film que j'ai eu des constantes revisions, un film que j'ai beaucoup vu et qui est un film, je trouve, absolument hallucinant, et qui a finalement un petit peu trouvé son public, mais pas tant que ça, parce qu'il y a vraiment des énormes fans de ce film, et c'est un film qui a probablement fait école aussi dans une sorte de prise au sérieux de la chose. Je pense que quelqu'un comme Nolan a beaucoup vu Incassable, c'est un film qui a marqué beaucoup de gens et dont on peut trouver des traces à droite à gauche, mais qui dans sa forme même, dans son rythme même, ne fait pas école. C'est propre à Shyamalan, et voilà. Mais c'est un film qui parlera a une sorte quand même justement du rythme et de. Ouais, mais c'est un film qui en tout cas qui pour moi là où Shyamalan atteint la perfection entre cette sorte de volonté mélodramatique, encore une fois un récit de guérison, un personnage qui va guérir, qui va s'éveiller à lui-même. C'est des récits de révélation également, mais pas de révélation au sens d'un coup le twist final qui va tout révéler. Non, c'est des personnages qui vont se révéler, et là on est plus proche de la révélation au sens photographique, où peu à peu le film, tout le récit n'aura que de révéler un personnage à lui-même. Tout ça va être en général assez acté par un twist final, hein, c'est le propre de Shyamalan, mais on est dans un truc de révélation. Parce que c'est un truc, tout à l'heure tu parlais des autres films qui ont émergé en 99, notamment à l'époque du Sixième Sens, et c'est vrai qu'on l'a assez vite aussi, je pense, en tout cas une certaine partie du public l'a assez vite raccroché à une autre génération, celle des petits malins. Oui. Bryan Singer, Christopher Nolan, Darren Aronofsky. Et de certains films comme justement Usual Suspect. Ben c'est vrai qu'en fait il faudrait vraiment se demander dans le sens de l'histoire à quoi ça correspond que fin 90 là il y a eu je sais pas combien de films qui se basent uniquement sur des twists, quoi. Alors, et justement entre Fight Club, parlait hors antenne, mais c'est vrai qu'un film comme Usual Suspect tient assez mal la route, même si il est assez bien, il est bien foutu. Enfin, franchement, un film comme celui-là, comme Memento par exemple, sont des films qui sont bien foutus objectivement, mais qui reposent malgré tout sur le twist final. C'est-à-dire que tout le scénario, l'écriture même du film et du scénario repose sur le twist final. Or, un film comme Incassable, Sixième Sens, je le mettrais peut-être un peu à côté, mais un film comme Incassable qu'on avait vendu comme justement un film à twist. Moi, je me rappelle à l'époque, pour le coup, c'était vraiment vendu comme un film à twist, comme le Sixième Sens. Voilà. Non, heureusement, bien entendu, que c'est pas le cas. Et Split, là encore, je vois des gens essayer de le vendre comme un film avec une révélation finale. Alors oui, il y a une séquence à la fin qui te dit, mais ça ne remet pas en question du tout. On la spoilera peut-être cette scène-là, donc vraiment n'écoutez pas si vous n'avez pas vu Split. Je pense, ça serait important même pour nous qu'on en parle vraiment sérieusement. Ce serait important qu'on la spoil parce que pour moi ça engage d'autres visions des choses sur le film malgré tout. Mais ça ne gâche pas le plaisir du film ni l'intérêt même du film. Non, mais moi pour moi il y a un truc qui est incroyable, enfin qui est de toute façon les films de Shyamalan comme la film des plus grands cinéastes. Et là je pense à Kubrick, à tous les très grands cinéastes, sont de mieux en mieux au fur et à mesure des visions. Je pense là j'ai pas revu La jeune fille de l'eau, je l'ai dû voir et là je parle vraiment du film qui pour moi là marque la cassure totale, hein. C'est le film qui suit le village où là d'un coup pour reprendre un peu le fil de ma pensée, c'est le moment où Shyamalan, entre tous ces horizons, tous les horizons de son cinéma, l'ambition mélodramatique, l'ambition mystique basée sur une sorte d'herméneutique. On a chez Shyamalan, c'est toujours des personnages qui interprètent les signes du sensible, on réfléchit beaucoup chez Shyamalan. Ça invite à avoir un spectateur qui réfléchit parce qu'on lui donne des signes à décrypter, on lui donne une mise en scène à décrypter quelque part, mais pas dans
sens méta de Palma ou de je sais pas des Cohen ou je sais pas quoi, mais on a affaire à des personnages qui sont dans une position au monde où le monde leur est présenté un petit peu comme incompréhensible et qu'ils vont devoir décrypter. Chez Split, c'est très visible, hein, le comportement des 3 nanas qui sont séquestrées. Elles vont tout de suite se mettre à réfléchir dans différentes stratégies de ce qu'elles vont devoir faire. C'est des films où ça réfléchit beaucoup. Enfin, en tout cas, pour finir un petit peu le film à penser, c'est du coup, il a cette ambition-là, Shyamalan, de montrer une sorte de monde à décrypter, hein, les signes à décrypter, hein, c'est le titre d'un de ses films. Une ambition mélodramatique et aussi une ambition spectaculaire qui le rattacherait du côté de Spielberg et tout ça. C'est La jeune fille de l'eau, c'est clairement le moment où ça se casse la gueule complètement. Ça se casse la gueule dans le sens où La jeune fille de l'eau, on voit un cadenas proprement shyamalanien qui est vraiment son truc, ce qui fait sa spécificité, c'est-à-dire ce côté je lis des signes du divin dans une boîte de céréales. Typiquement ce qui fait la force de Incassable, je lis des signes de divin dans des lectures du comics, chose qui fonctionne à fond dans Incassable, mais chose qui d'un coup dans La jeune fille de l'eau, pour prendre juste cet exemple là, d'un coup de lire des signes du divin dans des boîtes de céréales, ça ne fonctionne plus du tout. On ne voit plus que le squelette d'une pensée mystique et tout ça, pris dans un film qui au niveau du spectacle ne fonctionne plus très bien, mais quoi que je redemande à voir, parce que je sais que c'est un film que au fur et à mesure des visions, je l'ai pas revu depuis longtemps, mais je me disais non, c'est pas si horrible que dans mes souvenirs. Il est vraiment, il y a des choses bien, il est drôle. Encore sur un truc casse-gueule. Hein. Mais c'était casse-gueule. Et Phénomène, pour le coup, je l'ai revu dernièrement, et c'est vrai que il est beaucoup plus humble dans sa vision. Phénomène, il a un côté vraiment beaucoup moins ample que La jeune fille de l'eau. Et je trouve que c'est un film qui, pour le coup, ne bouge pas. Il a toujours les mêmes défauts et toujours les mêmes qualités à mes yeux. C'est clairement pas son meilleur film, mais voilà. Non, on est d'accord. Je voulais juste qu'on fasse une petite pause, qu'on écoute justement un extrait de La jeune fille de l'eau et qu'on se mette à parler, je pense, un peu de Split, qui nous permettra de toute façon de revenir encore sur Shyamalan et sur sa mise en scène, puisqu'on retrouve quelque chose qu'il avait changé depuis After Earth ou des films qu'on a pu voir depuis justement le village ou Phénomène, je pense. On écoute ce court extrait de La jeune fille de l'eau et puis juste après on se met un peu à parler de Split. Le chien errant dans la résidence. Va-t'en. Mais t'es pas du tout un chien. Mon Dieu. On se croirait dans une scène d'un film d'épouvante. C'est précisément le moment où le mutant ou la bête va tenter de tuer un personnage secondaire antipathique. Mais, dans les histoires où il n'y a pas encore eu de malédiction, de nudité, de meurtre ou de mort, c'est-à-dire dans les films tout public, le personnage antipathique échappera de justesse à son assaillant. Et tout au long de l'histoire, il sera celui à qui la leçon aura été bénéfique. Il pourrait même vivre une situation humoristique pour que les spectateurs aient de la sympathie pour lui. C'est là que je me retourne et que je cours. Tu vas bondir sur moi. Je vais fermer la porte et tu vas atterrir une fraction de seconde trop tard. Voilà, on vient d'entendre l'extrait qui est peut-être la limite justement de tout ce qu'on a pu raconter, puisque justement il est en train de commenter. Voilà, il est exactement en train de commenter, de perdre le premier degré. C'est peut-être ça aussi qu'a fait justement, qui perdait de son charme Shyamalan. Donc La jeune fille de l'eau, qui est vraiment pas son meilleur film, mais qui garde un certain intérêt. Mais voilà, où il s'est un peu raté. Mais comme on le disait, donc il s'est cherché pendant plusieurs années. Là, il revient avec Split rapidement. Il s'est cherché parce qu'il s'est pris des bananes aussi. Oui, bien sûr, mais un film comme Le Dernier Maître de l'air, je crois que c'était quand même un projet qui tenait, ou même son film pour enfants, vraiment avec les chouettes là. Surtout, je crois que c'est des projets malgré tout qui lui tenaient un petit peu à cœur et qui grosso modo, il a expliqué qu'il le faisait pour ses enfants. Oui. Bon, mais après, il faut voir au niveau industriel comment ça se passe. Hein. Il est lâché par Disney, son distributeur, qui quand il leur envoie La jeune fille de l'eau, les mecs ils disent bah non, on produit pas là, on ne suit pas quoi, c'est pas possible. Et du coup, il se retourne vers une autre chose. Après, c'était peut-être une volonté propre, mais Le Dernier Maître de l'air, c'est clairement un film que j'ai pas du tout envie de revoir. Non. On va parler de Split. Je rappelle encore une fois à ceux qui avaient raté le début de l'émission qu'il ne faut pas nous écouter si vous n'avez pas vu le film. Il faut pas nous écouter tout court. Il faut pas nous écouter tout court et aller voir le film sans rien savoir dessus. Ça sera très bien. On va tout de suite démarrer par des spoilers. De quoi ça parle Split rapidement avant de laisser encore une fois la parole à Antonin. Ça raconte l'histoire de Kevin qui a 24
24 personnalités, enfin 23 et qui va en avoir 24, mais la 24e apparaît au cours du film. C'est basé sur un personnage dont auquel s'était intéressé Shyamalan, hein, qui était accusé de viol et qui Billy Mulligan, un truc comme ça, et qui était accusé de viol et qui dont le psychiatre avait expliqué qu'en effet il avait des personnalités très distinctes. L'une d'entre elles, par exemple, était diabétique, alors que les autres pas du tout, ou avaient du cholestérol, bref, et que vraiment il avait des personnalités très très distinctes. C'est James McAvoy qui va jouer ce personnage-là, dont on ne verra vraiment que 4 ou 5 personnalités, qui seront vraiment des personnages très différents, hein. Sur la gueule du personnage, ça se sent. On va aller parler de performance d'acteur. Moi, si ça avait vraiment été le cas, même si il est exceptionnel, mais je trouve, surtout qu'en McAvoy, fait, on ne voit quand même que réellement que 4 personnalités en fait. Je crois, ouais, je compte. Il y a les 3 qui séquestrent les 3 filles. Il y a le maniaque, il y a la femme. Le film va démarrer avec l'enlèvement de 3 jeunes filles à la sortie d'une espèce de supermarché où justement James McAvoy va aller les kidnapper, puis il va les enfermer dans une cave. Là, il faut juste dire, pour ouvrir une parenthèse, que d'un coup, quand tu es en 2017 et que tu vois une scène comme l'enlèvement des jeunes filles, tu te dis ah oui, c'est vrai, c'est ça le cinéma en fait. Non, mais parce que là moi, tu te dis d'un coup, il y a un jeu de découpage, hein, c'est pas filmé en plan séquence, il y a des plans assez longs et surtout très complexes dans leurs échelles, différentes échelles de cadrage mais qui ne sont pas là pour te montrer, regardez, je fais de la mise en scène. C'est un truc qui est uniquement dirigé sur un effet de suspense, hein. Le film est entièrement dirigé sur un effet de suspense, comme toujours chez Shyamalan, il n'y a pas de surprise, c'est de la suspense, une vraie angoisse. Et il y a une angoisse et c'est brillant plastiquement. C'est extrêmement brillant. Le film s'ouvre donc sur cet enlèvement. Et puis très vite, on va se retrouver enfermés avec ces jeunes filles qui vont découvrir en même temps que le spectateur qui les a enlevées, à savoir justement ce personnage qui a plusieurs personnalités. Donc on va découvrir au fur et à mesure du film quelles sont ces personnalités et pourquoi ce personnage agit de la sorte. Qui va lui-même aller, James McAvoy donc va lui-même par exemple on va sortir de cette cave. Hein, c'est pas un huis clos le film, même s'il ne joue pas sur le spectaculaire, mis à part dans son final qui l'est un peu plus, mais le personnage va se découvrir au fur et à mesure. On est vraiment à la découverte d'un personnage et de son pouvoir justement de faire peur et d'être dangereux. Enfin, moi je l'ai vécu comme ça et au fur et à mesure tu ne sais vraiment pas ce que tu vas pouvoir découvrir sur lui et sur ses capacités à faire du mal ou du bien d'ailleurs, parce que le personnage de Kevin, on va l'appeler Kevin même si c'est terrifiant, mais ça peut-être rend le personnage encore plus terrifiant. Ce personnage de Kevin qui a 24 personnalités au fur et à mesure et à la fois attachant, effrayant, dangereux. Il a à peu près tout ce qu'il faut pour créer justement un personnage fascinant et Shyamalan a réussi, donc c'est lui qui a écrit évidemment toute cette histoire et il a réussi à créer un personnage qui est fascinant absolument et on est à la fois vraiment inquiété et en même temps extrêmement attaché à lui et c'est rien que pour ça en fait et sans parler encore de la mise en scène tout ça, mais rien que pour la création de ce personnage, moi j'ai pris un vrai gros plaisir de spectateur en fait, d'avoir vraiment constamment envie pendant la projection de qu'est-ce qui va se passer après. C'est quelque chose que j'avais pas eu depuis déjà assez longtemps et comme tu l'as dit en plus amené par une mise en scène qui est encore une fois ça faisait assez longtemps que j'avais pas vu un film qui non seulement essaye pas de péter plus haut que son cul en fait, mais qui simplement en fait montre son histoire et le développement de son personnage avec talent et en appropriant cette mise en scène au personnage. Ça c'est pour simplifier la chose, mais c'est quelque chose qui est suffisamment rare en fait. Tout en quittant vraiment un circuit. Je pense qu'un scénario comme ça, mis entre les mains de beaucoup de monde, ça serait vraiment complètement différent. Et ça pourrait être vulgaire même, je pense. Puis ça pourrait être juste. Enfin, faut rappeler que le film il est produit par Blumhouse, qui ont la main mise totale sur le film d'horreur, le torture porn et tous les films d'horreur contemporains. C'est producteur de Sinister, Paranormal Activity et compagnie. Et donc là, Shyamalan a trouvé un peu refuge là-bas, on a l'impression. C'est du tout petit budget en général et c'est les films les plus rentables qui ont été produits par Hollywood, tout petit budget et recettes un petit peu recettes à base de jumpscare et compagnie et puis d'ultra-violence. On va dire que le film a été un gros succès aux États-Unis et qu'en France, a priori, ça marche bien. Et d'ailleurs, ça sera peut-être le meilleur score de Shyamalan, ce qui paraît dément, hein. Tu dis même plus que Sixième Sens, mais Sixième Sens, je crois que plafonnait à 1,5 million ou un truc comme ça. Là, il va les atteindre
sans problème. Là, ce film-là, je pense que dans son déroulement, encore une fois, il est proprement très Shyamalanien. C'est que là, on a un récit encore une fois de guérison quelque part, parce que même si ça pourrait paraître étrange, c'est que le personnage de Kevin guérit à la fin, quoi. Parce que finalement, il s'est mis en parallèle, comme souvent chez Shyamalan encore une fois, c'est qu'une de ses victimes, qui est l'autre personnage principal, il y a évidemment deux nanas issues de la bourgeoisie philadelphienne, qui est sa ville de prédilection, qui sont des nanas plutôt classiques, filmées avec beaucoup de respect par Shyamalan. On pourrait croire ça va être des greluches à films d'horreur qui vont se faire lessiver, et sont filmés avec beaucoup de respect. Personnage justement, il y a pas chez lui, il y a pas de genre on va mettre un personnage va être un pur outil pour ma dramaturgie et pour créer une empathie de spectateur. Non, là on a vraiment des personnages qui existent, ils sont pas approfondis, mais voilà. Le personnage par exemple de celle dont on va connaître les flashbacks, dont on va connaître le trauma par flashback en montage alterné durant tout le film, qui est incarné par la jeune fille qui jouait dans The Witch, qui est assez impressionnante physiquement, qui dégage une sorte de vrai mystère, et dont on va assister aussi à un récit de guérison, dont on va connaître au fur et à mesure le trauma, qui est un personnage cassé par la vie et qui va finalement pouvoir se dégager de son trauma originel et se révéler un petit peu à elle-même, qui est le trajet typique des films de Shyamalan. Finalement, le personnage de James McAvoy, c'est à peu près la même chose. On peut considérer une des lectures du film, ça serait ce personnage a été condamné par la psy. Donc je sais plus si tu l'as évoqué, mais une des données structurelles du film, c'est les rendez-vous une des personnalités de James McAvoy, Kevin, a avec sa psy dont la stratégie a été, pour justement lui permettre de vivre en liberté, de taire 20 de ses personnalités pour en privilégier une seule en fait. Donc elle se rend compte au fur et à mesure du film qu'elle se fait flouer, qu'on a affaire à une de ses personnalités qu'elle avait déjà identifiée, une identité assez malfaisante, qu'il se fait passer pour une autre identité. Voilà. Même cette identité malfaisante, moi c'est ça que j'ai trouvé assez chouette aussi. Même cette identité malfaisante, quand elle apparaît justement et qu'elle va avoir cette discussion avec la psy, elle est pas là pour rien. C'est l'une des premières qui a apparu, et c'était elle là-même. Elle est apparue, cette personnalité, pour justement aider Kevin, qui lui-même a suivi un gros trauma et qui n'aurait pas pu le supporter sans l'apparition justement d'une autre. On peut le voir vraiment comme un objet absolument fantastique, à savoir, en effet, il y a 24 personnalités, c'est 24 personnages qui vivent dans un même corps, et c'est d'ailleurs le film le montre comme ça de façon premier degré. Mais bien évidemment, on peut aussi interpréter ça de manière beaucoup plus comme si c'était un conte ou autre chose, et ou justement un film de super-héros. Et évidemment prendre ces aspects, ces personnalités différentes comme juste des caractères qui permettent à un personnage de s'en sortir. Oui, c'est ça. Après il y a un aspect film, je pense que le film développe ça merveilleusement, assez bien. Moi comme tous les films de Shyamalan, j'attends de le revoir pour voir si ça sera à la hauteur aussi de la déception que j'ai pu avoir sur certains moments. Je trouvais qu'il y avait un ventre mou, et la fin, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, et j'attends de le revoir pour voir si c'est si extraordinaire que ça. Bon voilà, j'attends peut-être une autre vision, mais en attendant, on peut quand même exploiter quelques pistes, et c'est vrai qu'il y a un aspect dans le film, c'est que c'est un gros film cerveau quelque part. C'est que le film se passe dans un souterrain, on est clairement dans une sorte de représentation de l'inconscient quelque part. Dans un souterrain d'un zoo, on va l'apprendre plus tard, mais voilà, ça dit pas mal de choses, ouais. Et ce que je voulais dire aussi sur le fait que la stratégie de la psychologue d'avoir tué beaucoup des personnalités de Kevin, ça va c'est ça qui va finalement lui permettre, qui va pas lui permettre, mais qui va provoquer la venue de cette 24e personnalité, qui sera l'horreur totale, quoi. Et en fait, c'est la provoque. C'est en fait, pour moi, c'est une des lectures que je peux en avoir après une vision. C'est-à-dire que chez Shyamalan, c'est vrai qu'en général, quand on fait taire quelque chose, quand on met quelque chose en dehors du monde, ça devient fou. C'est quelque chose qui devient fou. C'est quelqu'un qui n'a pas de prise avec le monde, quelqu'un qui se met en dehors du monde devient fou. C'est le village le village où les bonhommes sont complètement encerclés par le secret, et où il y a une sorte de pathologie qui va se développer. Il faut absolument être au monde. À l'intérieur de ce personnage de Kevin, ces caractères un peu violents qu'on va avoir, qui sont représentés par le personnage du maniaque. Le fait de les taire,
ça va pas le faire. Dans la mythologie, dans la mysticisme shyamalanien, qui est un mysticisme qui est très empreint, évidemment, hein, c'est très peut-être des préjugés culturels de dire ça, mais qui viennent beaucoup, je pense, de la philosophie hindoue. Il y a dans le monde, il y a de la place autant pour le bien que pour le mal. Il faut que le mal ait sa place. Incassable dit quelque part ça. Oui. Et il ne fait pas l'économie de ce truc-là. Il est très complexe. Le personnage de David Dunn, le super-héros dans Incassable, lui-même est presque amené à combattre le mal. Shyamalan se met sous les traits d'un hindou arrêté par Shyamalan. Il a clairement un délit de faciès là-dedans. David Dunn pourrait faire un délit de faciès en l'arrêtant. Il y a quelque chose qui est très complexe, et surtout le personnage de Elijah Wood dans Incassable, trouve sa place d'être maléfique, et dans l'équilibre du monde, il trouve sa place là-dedans. Là, le fait d'avoir encerclé différentes personnalités du bonhomme de Kevin, de différentes personnalités de Kevin, finalement, ça va permettre l'éclosion des profondeurs de l'inconscient, irriguées justement par l'animalité environnante du zoo et tout ça, d'une personnalité un peu bestiale. Complètement. Là, on peut spoiler à donf. C'est bon, on est parti pour le spoil, attention. Mais oui, donc c'est une vraie bête, justement. C'est une vraie bête, et tout ce que raconte, grosso modo, Shyamalan se base sur l'idée que ce personnage, donc avec toutes ces différentes personnalités, que ce que l'esprit croit, il est capable, grosso modo, de le somatiser, en gros, quoi, complètement. Ouais. Et donc cette nouvelle personnalité, c'est la bête. C'est comme ça que c'est traduit en français. La Horde, je crois très exactement. Je crois que la Horde, il le qualifie comme ça à la toute fin. Après, voilà. Bon, c'est la bête, et cette bête donc a une force absolument surhumaine, capable notamment de survivre à des coups de fusil à pompe à bout portant, des choses de ce genre quand même, et de marcher au mur. Enfin, c'est vraiment un être surhumain, absolument surhumain, et dont la venue est annoncée très tôt dans le film. Mais évidemment, on pense, le spectateur comme les autres personnages pensent que cette image d'une bête, d'un fantasme, notamment un fantôme, c'est quelque chose de c'est en tout cas très exagéré, évidemment. On se rend compte à la fin, donc, et bien évidemment que non, ce n'est pas exagéré, et qu'en effet, c'est un être absolument surhumain, c'est un super méchant. Et en fait, c'est là où moi, je me suis posé une grosse question à la fin du film, suite à la dernière séquence, donc un peu marvelesque. C'est, est-ce que finalement, tout ce film n'était pas uniquement en fait une introduction, encore une fois, mais comme pouvait l'être Incassable, ce qui ne enlève rien du tout à la qualité même du film. Mais est-ce que ce n'était pas juste une introduction, justement, à une présentation d'un super vilain pour un film de super héros? Et c'est le pendant de super négatif de Incassable, en fait. Ce qui n'enlève absolument rien à sa qualité. Comme tu l'as dit, Incassable, c'est un film merveilleux qui était censé être le premier volet d'une trilogie. Et c'était merveilleux, et même de se dire qu'il n'y aurait pas de suite, ça n'empêchait pas que le film se tenait déjà. C'est un des plus grands films de ces 20 dernières années. Voilà. Et là, on a affaire au deuxième volet, en fait. Sauf qu'il n'a pas été annoncé comme tel, mais c'est le deuxième volet du film. C'est la présentation du super vilain, et Shyamalan, à la fin de son film, annonce la confrontation, grosso modo, entre Dune, donc Bruce Willis, et justement ce super méchant qui, à la fin du film, a développé toutes ses capacités. Il se rend compte que, en effet, son esprit est capable de dire à son corps, oui, c'est nous, qu'on est les plus forts. On va maintenant peut-être essayer de leur montrer à quel point on est le plus fort, puisqu'on le sait. Quoi. C'est comme ça que le film se termine. Et en annonçant, on voit Bruce Willis à la fin du film, qui en effet dit oui, tiens. Ouais, moi le film, en fait, je me suis posé des questions. Bien sûr, hein, moi j'ai eu un rapport à la fin. Enfin, moi la fin, c'est juste que ça m'a troué le cul. Et je suis pas sûr d'avoir le même rapport au prochain visionnage. Évidemment, il y a deux volets dans cette fin-là. Il y a celle que tu signales, effectivement, le fait de découvrir que cette bête-là n'est pas un fantasme. C'est effectivement un moment dans une scène hyper inspirée au niveau spectaculaire, brutal, quoi. Oui, d'un coup, t'as un bonhomme, t'as une personnalité et d'angoisse, de présence d'une sorte de force brute. Moi, pendant tout le film, je me dis, putain, la vache, j'avais l'impression de voir l'arrivée du nazisme, en fait, pendant tout le film. En fait, j'ai pensé à ça directement. Je me suis dit, putain, la voilà, la bête immonde, qui sommeille, là, au creux d'entre nous. Je pense la bête immonde tu peux, arrive. De toute façon, pour moi, du coup, le film,
forcément, du coup, n'était pas, je le lisais pas dans une optique geek du tout, pas du tout dans l'apparition d'un super vilain ou je sais pas quoi. Ah, moi non je plus, me le voyais sûr, dans ce moment-là, je me disais, oh là là, c'est incroyable, je vois cette apologie de la force brute qui apparaît quand on a dégommé un peu tous les ponts, toutes ces personnalités un peu, enfin toute cette complexité là, et que quand juste la force va devoir ressurgir de ces façons très complexes dans le film, parce que la personnage de la fille justement va devoir apprendre à avoir l'usage de la force quelque part, à devoir être plus active plutôt que d'être passive et de subir l'oppression comme elle le faisait avant. Donc il y a quelque chose de très complexe, mais en tout cas voilà, j'ai vu l'apparition de cette bête là de façon hallucinante. Autre chose évidemment, c'est cette toute fin. Moi j'ai été subjugué, mais en fait j'ai été subjugué parce que c'est le fan service ultime. C'est le fan service et en même temps c'est aussi le point sur j'ai créé un univers qui est au-delà de l'univers Marvel ou de l'univers DC Comics ou des trucs de super-héros. J'ai mon propre univers qui est quand même très différent de tout ce qu'ils peuvent proposer et qui justement s'inscrit dans quelque chose de très concret. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des monstres. Non, c'est exactement comme Incassable pouvait présenter le super-héros ou le super méchant. En revoyant Sixième Sens hier, on pouvait très bien imaginer que Joel Osment, enfin le personnage je sais plus c'est quoi le nom de son personnage, rentre dans cet univers-là. Il peut très bien partager l'espace même récit, Incassable ou du on village. a affaire à un personnage, faut bien comprendre que c'est d'autant plus investi comme thématique que Shyamalan a tellement le melon que lui-même pense qu'il a été affecté d'un don à la naissance et qu'il s'agit pour lui de faire fructifier ce don. Son don, c'est de savoir filmer, de savoir cadrer, de savoir créer tout de suite un plan magnifique. Voilà, c'est lui il le pense ça et il pense qu'il doit avoir un chemin digne de ce don-là. Le personnage de Haley Joel Osment, c'est clairement ça. Il doit pouvoir assumer son don. Il fuit son don pendant tout le film et il doit l'affirmer et il doit utiliser ça. C'est le fameux truc de Spider-Man, le grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bah mec, voilà, tu vas devoir apprendre à ne plus avoir peur. Ça, je crois que je l'ai pas dit dans mon introduction, mais c'est vrai que les films de Shyamalan en général, c'est des grands récits d'apprentissage. Attention, il ne faut pas avoir peur. C'est pour ça que c'est des faux films d'horreur, comme Jack Turner faisait des faux films d'horreur. Les films de Jack Turner comme les films de Shyamalan nous fait peur avec des choses dont on apprend après qu'il ne faut pas il n'aurait pas fallu en avoir peur. C'est pas des choses qui font peur. Mais il y a autre chose. Il y a la cosmogonie que se crée justement. Enfin, la cosmogonie. Et là, oui, la cosmogonie du coup, de Shyamalan, parce qu'on imagine très bien justement Kevin de Split rencontrer, être responsable par exemple de la fuite des gens du village pour qu'ils soient enfermés ou un personnage du genre en tout cas. Et vraiment, il pourrait très bien se mêler en tout cas à la première partie de la filmographie de Shyamalan, comme tu dis. Complètement. C'est aussi Sens Incassable, le village, voire même le phénomène. Et il s'inscrit totalement dans cet univers et c'est ce qui nous montre finalement à la fin, même si c'est pas quelque chose auquel on pense pendant la vision du film, puisque comme tu l'as dit, on est embarqué par de toute façon cette histoire, on est embarqué par ce film, par ce personnage qui pourrait représenter beaucoup d'autres choses, mais le fait est que quand arrive cette séquence finale qui moi me pose problème en même temps qu'elle m'excite, c'est-à-dire l'arrivée de Bruce Willis à la fin où on l'inscrit du coup, on inscrit Split du coup dans un univers, mais un univers Shyamanesque, mais voilà, c'est un problème, mais c'est à la fois excitant et en même temps encore une fois, j'attends la révision, mais il y a quelque chose qu'on peut dire là-dessus, c'est que c'est vrai qu'en général les films de Shyamalan ne sont pas des films très qui produisent de l'iconique. Finalement, Incassable, c'est un film qui va vraiment montrer tout le processus qu'il faut faire pour créer une image qui serait finalement cette petite image qu'il va y avoir dans la grande scène de baston, dans la scène de baston de Bruce Willis, qui est filmée pas du tout de façon spectaculaire. Et il y a peut-être aussi la façon dont il tend le journal à la fin à son fils. C'est qu'il va devenir une image, il va devenir un héros, il va créer, d'un coup là on a une icône qui va se créer, alors que pendant tout le film on a vu un mec triste, pâteau, Bruce Willis dans son grand numéro de Bruce Willis, pâteau. Et la larme de son fils quand il voit et c'est ça. Et là d'un coup il dit, ah putain super, mon père est une image. En fait il
dit père ça. est un super Et héros. mon Oui, père non, est un mais- super héros. Et en fait, Split fonctionne de la même façon. Pendant tout le film, on a quelque chose de très quotidien, de très méthodique, de très, j'ai dit, les personnages y réfléchissent et on est vraiment ancré dans une sorte de quotidien, même s'il y a, il peut toujours, ça va être un peu transcendé par certaines choses, mais on est dans quelque chose de très, ouais, quelque chose de quotidien, de particulièrement concret en tout cas. Et à Enfin, la vraiment, fin, quand le personnage arrive de la bête, là on est dans l'iconique. Là, le filmage de Shyamalan change. Là, il est dans quelque chose. il y a quand où même il ce va rapport créer... à l'image. Quand ils se regardent dans le miroir à la fin, il y a ce rapport à l'image. Alors il est seul pour avoir cette image-là justement, et il annonce qu'il veut la montrer au reste du monde. Ouais. Mais il y a quand même ce rapport à Bien l'image sûr, bien puisqu'il sûr. se regarde. Mais justement, ouais, c'est là où je voulais en venir, c'est que pardon, d'un coup, excuse-moi. c'est que quand il se transforme en bête, même le registre de filmage de Shyamalan change d'un coup. C'est pour ça que c'est très violent même dans la mise en scène, c'est que d'un coup tout le film change. On a une création d'une sorte d'icône. Et c'est pour ça que ça amène formidablement bien finalement l'inscription du film dans un univers a priori beaucoup plus iconique qui serait celui du super-héros et d'un côté plus populaire quoi. Mais moi j'ai pris un plaisir fou à la fin et peut-être que ça me fera chier la prochaine fois que je verrai la fin de ce film, mais à voir On en Bruce Willis à la reparlera. fin, On en c'était, reparlera très bientôt. On se quitte avec un extrait de South Park d'Imagination Land avec Shyamalan et on se retrouve très et bientôt. on n'aura pas passé le petit extrait qui fait pleurer. Non, on n'a pas le temps. On se quitte et on se retrouve très bientôt. Pardon. Bisous. Ciao. Bisous. Il y a 2 jours, des islamo-terroristes ont détourné notre imagination. Franchement, nous ne savons pas quels sont leurs plans ni comment les arrêter. Dans les moments de crise, le gouvernement a souvent demandé l'aide d'Hollywood. Vous, les cinéastes, êtes très inventifs et avez des idées qu'on n'a pas. C'est pourquoi vous êtes au Pentagone, monsieur Night Chimois la banane. Le 6e sens, Signe, Le Village sont des films très intelligents. Pourriez-vous utiliser votre étonnante faculté à trouver des idées pour stopper ces terroristes? Et si ce n'était pas des vrais terroristes, mais que ce soit des loups-garous venus du futur? Non, ce sont des terroristes reliés à Al-Qaïda. Oui, mais si les terroristes d'Al-Qaïda étaient eux-mêmes terrorisés par des aliens? Non, ce n'est pas une idée, ça, c'est un délire. On voudrait des idées. Et si nous faisions croire aux gens que les terroristes nous ont attaqués, mais en réalité, nous serions tous déjà morts? Foutez-moi ça dehors.